sur ta webcam, on te voit bien. Tu es toute jolie, habillée en rouge. Voilà, oui, oui. Alors, Tu m'entends bien? voilà. Oui, c'est parce que je me disais, vous me voyez, vous m'entendez plus. Bon. Là, c'est bon. Ouais, on te voit et on t'entend. J'espère que toutes les personnes dans la salle aussi t'entendent bien. Super. Belle, hein? Magnifique, Ah, j'ai mis Solange. la tenue de circonstance, celle que je sors qu'une seule fois par an. Hein. Alors on C'est est très l'occasion. flattés, Voilà. merci infiniment. C'est une façon de souhaiter à tout le monde une très bonne année du buffle, j'imagine. C'est ça. Tout à fait. Bonne année à tous. Exactement. Donc Solange, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, tu es maître de conférence en langue et littérature chinoise à l'université Paul Valéry de Montpellier. Oui. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer la portée symbolique de la couleur rouge dans la culture chinoise et plus particulièrement dans le cadre du Nouvel An chinois. Et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que tu t'es habillée de la même couleur, Tout la à couleur fait. rouge. Tout à fait. Mais merci Eh ben, beaucoup, nous t'écoutons, Christiane. Solange. Merci beaucoup. Et bonne conférence à toutes et tous. Merci. Bon, ben, merci à Christiane, merci à l'Institut Confucius pour cette conférence bien que je prends beaucoup de plaisir à faire aujourd'hui dans cet environnement qui est tout nouveau pour moi aussi, hein, mais qui est tellement plus vivant et agréable que les autres conférences où on voit juste nos écrans noirs. Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'être là aussi pour m'écouter. Et vous allez apprendre, je pense, pas mal de choses sur le rouge. Vous ne verrez plus la couleur rouge de la même façon dans 1 heure. Alors, je vous invite hein, au choix. Soit, bon, vous avez l'écran avec ma vidéo, soit en face, sur l'écran qui est en face, je projette un PowerPoint. Et du coup, vous pouvez, en tournant la tête, en cliquant sur la barre d'espace et flèche gauche-droite, vous pouvez passer sur cet écran et zoomer pour voir le PowerPoint en grand. Bien. Alors, c'est une surprise pour personne, hein, la couleur rouge en Chine, c'est une couleur très importante, très spécifique. Quand on pense au rouge en Chine, on pense bien évidemment au drapeau national, à de nombreux monuments architecturaux, aux emballages de cadeaux, aux festivités, aux grands événements, à la cuisine peut-être aussi, à la peinture, etc. C'est une couleur qui est partout et qui a une grande valeur symbolique. Donc il y a énormément de domaines qui sont concernés hein, par l'utilisation de cette couleur rouge. On ne va pas tous les voir, je vais vous en présenter 4 principaux hein, et je vous les dévoilerai au fil de mon discours. Alors ce qui compte à mes yeux, hein, c'est de vous amener à l'origine des croyances pour parcourir tous les siècles jusqu'à nous et mieux comprendre comment les Chinois se sont appropriés cette couleur et qu'est-ce qu'elle signifie pour eux. Donc le premier volet que j'aborde, eh bien, c'est la nature. Hein. Le rouge, ne l'oublions pas, c'est une couleur naturelle. En Chine, elle va symboliser le soleil, l'été, la chaleur. Et du coup, eh bien, cette couleur rouge va finir par intégrer un système de représentation du temps et de l'espace dans la Chine ancienne. Quand je parle de Chine ancienne, c'est vraiment très ancien, hein, sous le 1er millénaire avant notre ère, hein, et plus particulièrement la 2e partie du 1er millénaire avant notre ère. Alors, cette représentation du temps et de l'espace dans la Chine ancienne a pris la forme d'un palais comportant une pièce centrale et 4 pièces adjacentes. Et ces 5 pièces représentent en réalité les 5 orients chinois, hein, puisque le centre compte pour un orient en Chine. Et c'est un palais qu'on appelle en chinois le Mingtang, le palais de lumière. À chaque orient correspond une couleur, une saison, un élément, une viscère à offrir en sacrifice au ciel, une saveur et un animal. Le rouge, pour sa part, bien entendu, tout naturellement, a été rattaché à l'élément du feu. Donc vous voyez le caractère du feu sur le schéma ici, dans la partie en bas à droite, hein, le caractère rouge. Donc le rouge
est rattaché à l'élément du feu, mais aussi à la direction du sud. Pour la saison, ce sera tout naturellement l'été. L'animal mythique, ce sera le phénix. Le goût, ce sera l'amertume. Et les viscères, ce seront les poumons. Donc, durant les siècles qui vont suivre, eh bien, tout cela va être récupéré par les taoïstes qui vont élaborer ce qu'on appelle la théorie des 5 éléments, Wu Xing, qui va notamment influencer la médecine chinoise. Donc le rouge va garder les correspondances du passé, puisqu'il sera toujours associé au feu. Vous le voyez ici représenté dans le cercle de couleur rouge. Et il va être intégré dans un cycle de succession et de destruction. Donc sur le schéma, vous voyez les successions, les engendrements vont être représentés par des flèches rouges, tandis que les relations de destruction seront représentées avec des flèches bleues. Pour le feu, eh bien, tout naturellement, qu'est-ce qui va détruire le feu? C'est l'eau qui se trouve dans le cercle noir. L'eau détruit le feu. Le feu, à son tour, détruit le métal, donc tout ce qui est art de la forge. Et par contre, pour le cycle de succession, ce sera l'arbre qui va engendrer le feu, et le feu qui, à son tour, nourrira la terre, engendrera la terre. Il y a d'autres légendes autour de cette couleur rouge dans cette Chine très ancienne, et notamment une légende autour de la dynastie des Zhou. Donc, la dynastie des Zhou, c'est la 3e dynastie mythique chinoise qui se situe entre le 11e et le 2e siècle avant notre ère. Et le rouge, sous cette dynastie, va devenir la couleur officielle. Ce sera la couleur des vêtements, la couleur des houppes, des bonnets de fonctionnaires, la couleur des cordons des sceaux officiels, la couleur des parures de chevaux, la couleur des drapeaux, des animaux qu'on amène au sacrifice, etc., etc. Tout ce qui se passait au niveau de la vie à la cour et au niveau des rituels se devait d'être rouge. Il y a une raison à tout cela, c'est une raison qu'on attribue à la légende, qui nous raconte que la dynastie des Zhou fut établie suite à l'apparition d'un corbeau rouge. Donc normalement un corbeau c'est noir. Du coup, si un corbeau rouge apparaît, forcément il y a derrière quelque chose d'exceptionnel et qui va par conséquent annoncer l'instauration de cette nouvelle dynastie. Pour rester dans la partie couleur naturelle, le rouge, c'est aussi la couleur d'une pierre que les Chinois utilisent depuis très très longtemps et qui s'appelle le cinabre. Le cinabre a été retrouvé sur des sites archéologiques remontant à plus de 4500 ans. Et c'est une pierre qui est déposée principalement dans les tombes des morts, des défunts, pour les accompagner dans l'autre monde. Donc chimiquement, c'est quoi le cinabre? C'est un composé de sulfure et de mercure. Et les Chinois vont très rapidement s'y intéresser. Au début de notre ère, les Chinois sont également les premiers au monde à réussir à fabriquer le vermillon, qui est un mélange de sulfure et de mercure, et qui va attirer un autre surnom, qui est cinabre synthétique. Pour vous donner une idée, le vermillon ne sera fabriqué en Europe qu'au XIe siècle, c'est-à-dire plus de 10 siècles plus tard. En tant que couleur naturelle, le rouge, c'est aussi un pigment qu'on appelle la sanguine, qui est utilisé en poterie dans la Chine ancienne, et qui plus tard, avec ce vermillon, sera utilisé en peinture. Donc la peinture vermillon. Généralement, dans les peintures chinoises, on a un style qui est très, très sobre. Il n'y a pas de couleur, il y a juste des nuances d'encre. Eh bien, vous avez les premières teintes de couleur qui arrivent dans cette peinture danting, littéralement peinture vermillon, avec quelques touches qui ne sont pas posées au hasard et qui font appel aussi à toute cette symbolique. Mais l'histoire du cinabre ne s'arrête pas là. Dès le 2e siècle avant notre ère, les taoïstes vont lui attribuer des qualités de longévité
d'immortalité et de résurrection. Et tout cela est tiré directement des croyances anciennes. Rappelez-vous, hein, le cinabre accompagnait déjà les morts dans leur tombe. Le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, le fondateur de la dynastie des Qin, c'est un empereur cruel et sanguinaire qui a une peur maladive de la mort, qui va s'entourer des meilleurs alchimistes taoïstes, qui va passer une grande partie de sa vie à rechercher l'immortalité et qui va demander qu'on lui fabrique des potions, hein, pour lui permettre de vivre éternellement. Les alchimistes taoïstes eh bien, vont accéder à sa demande et vont fabriquer des petites pilules qu'on appelle des perles rouges, qui sont fabriquées à partir de cinabre. Le cinabre étant du sulfure de mercure, eh bien, il a cette réputation, hein, de ne jamais s'altérer. Et l'empereur va avaler chaque matin ces perles rouges dans le but de devenir immortel. Ironie du sort, eh bien, c'est ça qui va l'empoisonner jour après jour et qui va finir par causer sa mort prématurée. Le rouge en Chine, comme dans beaucoup de civilisations, hein, c'est aussi la couleur de la vie. C'est la couleur de la nudité et la couleur du sang. Et ça, on le retrouve dans la langue chinoise. On dira par exemple d'un bébé nu que c'est un bébé rouge. La défloration sera exprimée par l'expression tomber le rouge. Et on va retrouver cette importance du rouge, symbole de la vie, dans les sacrifices réguliers qui sont faits par les souverains et les différents chefs au pouvoir. Et cela va tellement loin qu'on raconte qu'au XVe siècle de notre ère, l'empereur Xuanzong, un empereur de la dynastie des Ming, va exiger qu'on lui fabrique des vases en porcelaine rouge afin de faire des sacrifices au soleil, hein, donc un autre astre caractérisé par cette couleur rouge et cette chaleur. Il va donc s'adresser aux artisans de la ville de Qingdezhen, qui est un haut lieu de la tradition porcelainière en Chine, et il va leur demander, eh bien, je ne veux pas de porcelaine blanche ni de porcelaine blanche et bleue, je veux de la porcelaine rouge. Mais c'est quelque chose que les artisans n'ont jamais fait et surtout c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à réussir à faire. Donc les artisans vont relever le défi, mais tous les essais qui seront faits seront ratés. L'empereur va entrer dans une colère vraiment terrible et il va emprisonner plusieurs artisans. Il va les menacer de peine de mort. Vraiment, il exige qu'on lui fabrique cette porcelaine rouge. Bon, bien évidemment, ce sont des dérives incompréhensibles, hein. Et un jour, l'une des filles de ces artisans, hein, une certaine Suelan, qui est terriblement inquiète pour son père et qui est déjà emprisonné, décide de montrer à l'empereur toute sa folie meurtrière en se sacrifiant. Pour se sacrifier, elle va se jeter dans un des fours de Qingdezhen, ce qui va entraîner sa mort. Et au petit matin, lorsque les artisans vont arriver, hein, devant ce four, eh bien, ils vont découvrir à l'intérieur que toutes les porcelaines qui s'y trouvaient, hein, se sont retrouvées teintées de rouge. Donc ce rouge qui va symboliser le sang de Tsuelan et également son sacrifice. Donc c'est ainsi, raconte la légende, que l'art de la porcelaine rouge est né en Chine. Bon. Donc les artisans vont finir par trouver, hein, la technique pour fabriquer cette porcelaine. Et Tsuelan va rester dans toutes les mémoires. Et pour lui rendre hommage à cette jeune fille courageuse, hein, qui a voulu sauver l'honneur des artisans de Qingdezhen, eh bien aujourd'hui encore, les artisans de cette ville bouchent leur four avant la cuisson avec une brique à l'effigie de cette jeune fille. Alors cette relation du rouge avec le pouvoir, elle est, comme vous pouvez le constater, hein, elle est une tradition plusieurs fois millénaire, hein, qui remonte bien plus loin que l'époque contemporaine. On l'a vu avec la dynastie des Zhou,
qui en a fait sa couleur officielle, avec le premier empereur de Chine, qui vénérait ses pilules rouges, et enfin avec l'empereur Xuanzong et sa porcelaine rouge. J'en viens maintenant au deuxième volet de ma présentation. On va s'intéresser cette fois-ci au rouge en tant que couleur démonifuge, c'est-à-dire en tant que couleur qui permet de chasser, de repousser, d'anéantir les démons. Très tôt en Chine, c'est ce rouge qui est la couleur du sang, qui est aussi une couleur naturelle, qui est la couleur du cinabre, symbole de longévité, qui est la couleur de la cour et des dirigeants, donc des gens plutôt aisés. Eh bien, très tôt, ce rouge va être affublé d'un pouvoir démonifuge. Et c'est pour cette raison que dans l'Antiquité chinoise, on peignait une tache rouge sur le front des bébés pour les protéger des maladies. Donc, on peignait cette tache entre le 14e jour de vie jusqu'au 8e mois de vie. C'est une tradition qui est restée dans certaines familles, puisqu'on retrouve encore aujourd'hui cette tradition, lorsque le bébé a 1 mois, on l'habille de vêtements intégralement rouges. À chaque anniversaire, au cours de notre vie, il y a également une autre pratique qui se fait et qui consiste à manger des œufs rouges. Donc ce sont simplement des œufs qui ont été teintés en baignant dans dans un liquide spécial pour leur conférer cette couleur rouge qu'ensuite vous ingérez et qui est censé repousser les maladies et les mauvais esprits. Vous le savez aussi, tous les 12 ans, votre signe du zodiaque chinois revient. Donc c'est vraiment cyclique. Et à cette occasion, par exemple cette année, c'est l'année du bœuf. Si vous êtes vous-même du signe du bœuf, du buffle, il va falloir que vous portiez sur vous quelque chose de rouge. Ce rouge, eh bien, aura pour fonction de vous protéger, encore une fois, de repousser tous les mauvais esprits qui s'intéressent particulièrement à vous lorsque c'est l'année de votre signe du zodiaque chinois. Quand on dit quelque chose de rouge, ça peut être des chaussettes, des ceintures, des boucles d'oreilles, des vêtements. Vous avez aussi cette pratique assez courante de porter au poignet un bracelet rouge que vous noterez qu'à la fin de votre année. Il faut absolument garder quelque chose de rouge sur vous pour vous protéger. C'est une superstition qui va beaucoup se retrouver autour des cérémonies du Nouvel An, à l'occasion desquelles on allume des pétards rouges pour chasser encore une fois les mauvais esprits, pour assurer la paix et la fortune pour toute l'année à venir. Vous avez là une photo qui a été prise au lendemain des festivités du Nouvel An dans une grande ville de Chine. Il faut savoir que cette pratique est maintenant interdite dans certaines villes pour éviter des accidents qui ont été des incidents de plus en plus nombreux. Mais avant, au lendemain des festivités du Nouvel An, c'est ainsi qu'on retrouvait les routes au petit matin. Donc ces pétards, ils ont plusieurs fonctions symboliques. Ils ont d'abord ce rouge démonifuge sur les papiers, mais il y a aussi autre chose, il y a aussi le bruit qu'ils font en explosant. Donc il faut savoir que cette tradition remonterait au 7e siècle de notre ère. On est sous la dynastie des Tang, c'est quand même très ancien. À l'époque, les pétards étaient fabriqués dans du bambou. Aujourd'hui, c'est avec du papier. Donc ils étaient fabriqués avec du bambou qu'on peignait en rouge. Pourquoi du bambou? Pour ceux qui se poseraient la question, parce que lorsqu'on jette du bambou creux dans du feu, ça craque énormément, ça fait beaucoup de bruit. Et tout cela, c'est en rapport avec une légende ancienne du Nouvel An chinois, autour d'une bête qu'on appelle la bête Nian, Nian Shou. Donc vous avez le Nian qui va donner ce caractère chinois de l'année, et vous avez le caractère Shou qui veut dire bête féroce, bête sauvage. Donc la créature Nian, c'est la créature du Nouvel An
C'est une bête, légendaire et sanguinaire, c'est un monstre, féroce et totalement effrayant, qui vit, dans les montagnes reculées, hein, et qui ne se montre jamais, sauf, le soir du Nouvel An, hein. Le soir du Nouvel An, il arrive dans les villages, pour, dévorer les humains. Les êtres humains, forcément sont terrifiés par cette, bête, féroce et essaient par tous les moyens de lutter contre elle. Au fur et à mesure, ils, se rendent compte que cette, bête, craint le bruit, la lumière et la couleur rouge. Mmh. Et comme c'est une bête qui se montre, le soir et la nuit, il faut quelque chose qui fasse, qui fasse de la lumière et du bruit, durant la nuit. Et c'est comme ça que la tradition, hein, des pétards, rouges qui font du bruit, de la lumière et qui sont rouges, voit le jour. Aujourd'hui, on continue à faire exploser des pétards, hein, à l'occasion du Nouvel An, mais pas seulement. On les utilise pour toutes les cérémonies importantes, par exemple pour les mariages ou pour l'ouverture de commerces. Mmh. Et cette fonction démonifuge du rouge se retrouve aussi, au-delà des coutumes et des festivités, se retrouve aussi en architecture, notamment, pour les monuments impériaux. Mmh. Donc le rouge va finir par devenir, avec le jaune, la couleur du pouvoir. Le rouge, ça sert à rehausser les façades, hein, pour, mieux refléter les rayons du soleil, mais surtout, vous l'avez compris parce que je le répète plusieurs fois depuis tout à l'heure, mais surtout, c'est utile pour chasser les mauvais esprits. Mmh. Vous avez ici une photographie, de la cité interdite qui a été construite sous la dynastie des Ming, à Pékin et dont le nom, complet en chinois, hein, est Cité pourpre interdite. Mmh. Donc en français, on garde surtout cette traduction de cité interdite. On on fait sauter cet adjectif de pourpre, mais voilà, dans le nom traditionnel, c'est cité pourpre interdite, hein, donc on insiste sur sa couleur. On retrouve le rouge sur les murs et les façades, de la cité interdite. On le retrouve aussi sur les grandes portes, hein, les portes des entrées principales, qui s'appellent d'ailleurs en chinois, les portes, vermillon. Cette couleur est pour les mêmes raisons utilisée dans les temples et les monastères, bouddhistes, hein, notamment ici, avec une photographie du plus vieux monastère bouddhiste de Chine, qui s'appelle le monastère du Cheval Blanc, dans la province du Henan. Et je vous ai mis une autre, photographie ici avec le temple des lamas à Pékin. Alors ce rouge et sa fonction anti-démon se retrouvent dans une autre, légende ancienne, toujours autour, des festivités du Nouvel An et on raconte, qu'à cette occasion, un esprit maléfique, du nom de Sui se manifeste à la veille du Nouvel An pour s'en prendre, cette fois-ci exclusivement aux enfants. Mmh. Alors c'est une légende, assez, terrible, hein. Donc cet esprit-là, hein, sort durant la nuit, s'introduit subrepticement, dans les maisons. Donc c'est un démon qui a un corps entièrement noir avec des mains, toutes blanches, et lorsqu'il a choisi sa victime et bien, il va lui toucher à 3 reprises, la tête, hein. Et le fait de toucher la tête de l'enfant et bien ça va le déposséder de toute son énergie, de tout ce qui le rend, vivant, si vous voulez. Donc l'enfant va crier de terreur, hein, il va vraiment pousser un hurlement de terreur. Il va être pris d'une fièvre, soudaine et vraiment très violente. Il va commencer à délirer, et une fois que la fièvre sera retombée et bien, il sera devenu, simple d'esprit. Il aura totalement perdu l'esprit. La légende raconte, qu'une fois, hein, jadis, à l'occasion d'une veille de Nouvel An, un enfant, qui se trouvait dans son lit, hein, s'amusait avec une feuille de papier rouge et 8 petites pièces de cuivre et donc il s'amusait à emballer les pièces de cuivre, à les déballer, à les remballer, à les déballer. Il a fini par s'endormir, d'épuisement. Mmh.
Il a été la cible de ce mauvais esprit souhait. Donc un fort coup de vent a ouvert la porte, a soufflé la chandelle, le démon est entré, et au moment où la main blanche du démon allait atteindre la tête de l'enfant, un éclair de lumière a jailli du papier de l'emballage rouge qui se trouvait à son chevet, ce qui a eu pour effet de faire fuir ce mauvais esprit. Et c'est suite à cette légende qu'aujourd'hui encore, à l'occasion du Nouvel An, on offre aux enfants ce qu'on appelle des enveloppes rouges. Donc ce sont des formes d'étrennes, on glisse généralement un billet à l'intérieur, mais il faut absolument que les enveloppes soient rouges pour symboliser, ce papier rouge qui va protéger, les enfants, des mauvais esprits. Pour rester dans les traditions et les légendes et le Nouvel An aussi, on va parler, des dieux gardiens des portes, les Menshen en chinois, qu'on trouve fréquemment, sur l'entrée des maisons, et qui protègent le logis contre les esprits maléfiques et contre l'infortune. Sous les Han de l'Est, c'est 2e siècle de notre ère, ces effigies étaient gravées sur du bois de pêcher, puisque le bois de pêcher a lui aussi une propriété démonifuge. Et les effigies étaient accrochées sur les battants des portes d'entrée des maisons. C'est depuis le XIe siècle qu'on les dessine sur du papier rouge, c'est le cas ici. Et cette coutume vient d'une autre légende qui est la légende des divinités gardiennes des portes, qui se déroule sous la dynastie des Tang, à l'époque du règne de l'empereur Taizong. L'empereur Taizong dormait très mal, il était inquiété par des démons rôdant devant sa chambre, et il a envoyé 2 gardes très courageux, réputés pour leur courage, leur bravoure. Il les a envoyés veiller sur sa chambre toute la nuit. Donc il s'agissait de 2 gardes nommés Qin Qiong et Yu Shegong. Et au bout de quelques nuits tranquilles, l'empereur a loué la bravoure des 2 hommes, il les a généreusement récompensés, mais il ne pouvait pas leur imposer des gardes infinis et des nuits blanches sans limite. Donc il a décidé d'ordonner à un peintre de dessiner les figures de ces 2 gardes avec armes et armures. Et suite à quoi les peintures ont été apposées sur les portes du palais et les esprits ont cessé à tout jamais de se manifester devant la porte de l'empereur. Donc aujourd'hui, vous trouvez ces effigies dans la plupart des maisons à la ville comme à la campagne. De fil en aiguille, le rouge, qui est une couleur anti-démon, est devenu plus largement une couleur porte-bonheur. C'est-à-dire qu'on est passé d'une connotation assez effrayante pour repousser les démons, repousser le mal, à quelque chose de beaucoup plus positif. Du coup, ceux qui portent bonheur, ceux qui portent chance, ceux qui amènent aussi la prospérité et la fortune. C'est pourquoi en chinois, on a plusieurs expressions autour de ça. On parle par exemple d'un destin rouge, quand on veut parler d'un destin heureux, tandis que l'expression ouvrir la porte au rouge signifie prendre un bon départ. C'est un signe de bon augure pour que tout aille bien dans ce qu'on entreprend. Vous avez également l'expression un homme rouge, donc c'est au sens figuré bien entendu. Un homme rouge, c'est une personne qui est appréciée, qui est aimée de tous. Et on dira d'ailleurs d'un écrivain à succès qu'il est de plus en plus rouge dans le milieu littéraire. Donc cette couleur porte-bonheur va appeler tout un artisanat d'objets porte-bonheur. Là, vous avez un exemple avec le caractère fou sur la gauche, donc c'est le caractère du bonheur.
qui est apposé sur les portes des habitations à l'occasion du Nouvel An, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui les laissent toute l'année hein, sur leur porte, pour cette fonction hein, de porter bonheur. Là, vous voyez sur la droite, je vous ai mis une illustration où on retrouve ce caractère fou qui est peint en jaune sur fond rouge, mais qui se retrouve à l'envers, c'est-à-dire, moi j'aime bien dire qu'il a la tête en bas, hein, et c'est volontairement qu'il est placé de la sorte. D'ailleurs, vous remarquerez que les cochons, eux, sont représentés tout à fait à l'endroit. Pourquoi on va placer ce caractère du bonheur à l'envers? C'est pour jouer sur le son, hein, sur la prononciation en chinois. Effectivement, le caractère être à l'envers ou renversé en chinois se prononce dao, et c'est un homonyme du caractère dao qui signifie arriver. Du coup, si vous dites que le bonheur est placé à l'envers, c'est comme si vous prononciez la phrase le bonheur arrive ou le bonheur va arriver, hein, et du coup, c'est pour appeler le bonheur à venir chez vous et à y rester. Un peu comme cette tradition des fers à cheval que nous avons chez nous. Pour attirer le bonheur à l'occasion du Nouvel An, on peut également écrire, calligraphier plusieurs caractères sous forme de distiques qu'on appelle distiques de printemps, en chinois les chunlian. Ces distiques dérivent des traditionnels panneaux porte-bonheur en bois de pêcher qu'on trouvait au début de notre ère, hein. Et ils ont été par la suite écrits sur du papier rouge. C'était beaucoup plus simple et plus rapide. Il s'agit généralement de poèmes hein, présentés par paires qu'on va accrocher à droite et à gauche d'une entrée pour le réveillon du Nouvel An. Donc avec généralement pour chaque distique entre 4 et 7 caractères. Ces distiques sont là pour attirer la richesse, la bonne fortune, l'abondance, que ce soit dans le foyer ou dans les affaires. Vous avez sur cette photographie donc un distique à gauche, un distique à droite, et au-dessus hein, de la porte, vous avez une troisième bande horizontale qui fait généralement 4 caractères et qui, elle, est présente pour distiller l'essence du distique. Hein. Elle est apposée comme ça sur le linteau de la porte d'entrée. Bon, et les poèmes hein, doivent être identiques par le nombre de caractères, par la composition, par la syntaxe et la structure, etc. C'est un véritable art à part entière. Le printemps, pourquoi hein, eh bien, parce que le Nouvel An chinois, en chinois, c'est la fête du printemps. Hein. Ça annonce l'arrivée du printemps, le renouveau de la nature hein, qui se réveille. Ces distiques de printemps se vendent aujourd'hui en grande quantité hein, lors des cérémonies de nouvelle année. Mais nombreux sont les Chinois à les réaliser eux-mêmes. Hein. Donc soit vous les achetez, soit vous les réalisez si vous êtes un bon calligraphe. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, aussi bien en ville qu'à la campagne. Hein. Pour rester dans l'art hein, et l'artisanat, on va s'intéresser quelques secondes à la tradition du papier découpé, hein, qui se réalise sur du papier rouge, bien évidemment. Donc l'art du papier découpé, hein, le tianzhi, avec des motifs qui représentent très, très largement des symboles de bonheur, de prospérité, de bonne fortune et de richesse. Donc vous voyez sur cette photographie hein, le caractère du printemps qui est réalisé au milieu et le caractère du bonheur qui se trouve à l'intérieur des deux lanternes rouges de part et d'autre du caractère du printemps. Les serpents qui sont en bas restent des symboles positifs, hein, c'est simplement parce que c'est pour l'année du serpent. Et enfin, pour rester autour des traditions, le rouge va même jusqu'à envahir la cuisine.
hein, puisque dans le sud de la Chine, à l'occasion de la fête de Duanwu, qui se déroule le 5e jour du 5e mois lunaire, c'est une fête qui annonce l'arrivée des chaleurs de l'été. Eh bien, à cette occasion, on doit manger 12 plats qu'on appelle les 12 rouges, Shehong. Et chacun de ces plats eh bien, doit contenir un ingrédient de couleur rouge. Donc, c'est pas la peine d'avoir des plats entièrement rouges, intégralement rouges, mais il faut que dedans, il y ait un ingrédient de couleur rouge. L'autre astuce, au-delà de l'ingrédient, ça va concerner la cuisson, c'est-à-dire qu'on va cuire les aliments avec de la sauce de soja, hein, et la cuisson à la sauce de soja en Chine, ça s'appelle le hongshou, c'est-à-dire la cuisson avec du rouge, hein, donc cette fameuse teinte rouge noirâtre qu'on voit souvent dans les plats chinois. Donc tous ces plats sont répartis dans 4 grands bols et 8 assiettes, hein, donc ça c'est très important. 4 bols, 8 assiettes, ça nous donne un total de 12 plats qui vont symboliser le bonheur pour chacun des 12 mois de l'année à venir, hein. Donc on a également des plats typiques comme les pieds de cochon, le bœuf, le poulet, le poisson, très important, l'anguille, etc. Vous l'aurez compris, de la chance à la fortune, en tant que richesse, hein, il n'y a qu'un pas. Et le rouge, qui est d'abord couleur démonifuge, est devenu couleur porte-bonheur, puis couleur de la prospérité et de la réussite. Si bien qu'en Chine, très tôt, on a un dieu de la prospérité qui ne pouvait être vêtu que d'une robe de couleur rouge, qui va symboliser une position sociale élevée et surtout une grande richesse, une grande réussite. Pour revenir à la langue chinoise, dans ce registre-là, avoir le feu rouge, ça signifie connaître le succès en affaires, hein. Nous, on dira plutôt tu as le feu vert. Bah là, ce sera plutôt tu as le feu rouge. Tandis que des marchandises rouges vont désigner des objets précieux et onéreux qui sont très appréciés. Enfin, le poisson rouge que j'ai évoqué tout à l'heure autour de la peinture, hein, vermillon. Ce poisson, ce symbole du poisson, va être utilisé à son tour avec cette connotation de richesse et de succès en raison de sa couleur. Le poisson rouge en chinois, hein, ça se dit tin yu, hein, donc le tin de or ou doré et le yu de poisson. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire autour de ce symbole du poisson. Donc le poisson rouge, ce qu'on appelle nous poisson rouge, en Chine, c'est un poisson qui a 2 couleurs, hein, c'est-à-dire rouge et doré. Donc ça, c'est vraiment parfait, hein, ce sont vraiment 2 couleurs très, très appréciées. Donc le jaune doré, hein, qui a cette couleur de l'or, le rouge qui va appeler le bonheur et la richesse, et enfin la prononciation du caractère poisson, donc yu, qui est homonyme du caractère qui signifie en abondance, hein, être en trop, être abondant. De sorte que si vous prononcez tin yu pour dire poisson rouge, poisson d'or, c'est comme si vous disiez également de l'or en abondance. Et ça, c'est très important. Donc souvent, vous avez dans les commerces un aquarium avec des poissons rouges dorés à l'intérieur. Donc c'est pour appeler la réussite, appeler les clients, appeler la richesse. Toujours aussi autour de cette notion hein, de richesse, vous avez les pratiques en bourse. Hein. Il faut savoir, ce qui peut être étonnant, qu'en Chine, lorsque les indicateurs boursiers sont à la hausse, ils sont inscrits en rouge. Et ben, ça, en fait, quand on comprend toute l'histoire et toute la symbolique qu'il y a derrière cette couleur rouge, il ne pouvait pas en être autrement, hein. C'était impossible de mettre des indicateurs à la baisse en rouge, hein. Donc quand c'est rouge, c'est que tout va bien, hein. C'est que justement,
c'est faste et la richesse est de notre côté. J'en viens au troisième volet de ma présentation. Cette fois-ci, il sera question d'amour. Alors là, on est dans notre élément puisque le rouge, dans beaucoup de civilisations, c'est la couleur de l'amour, hein, de la passion, de l'érotisme. C'est le cas en Chine aussi. En chinois, d'ailleurs, vous avez une expression vêtements et bijoux rouges, hongzhuang, qui vont désigner des attributs féminins de couleur rouge et par extension de jolies jeunes femmes. Également l'expression figure rouge, hongyan, qui désigne le visage pourpre des jeunes gens et qui symbolise la jeunesse. Enfin, les appartements rouges désignent le gynécée, le boudoir, l'appartement d'une jeune fille. C'est d'ailleurs le titre d'un des 4 grands romans chinois, le Honglomong, Rêve dans le pavillon rouge, écrit au XVIIIe siècle par Cao Xueqin, où le pavillon rouge désigne la demeure somptueuse, richement décorée, et par extension les appartements rouges ou appartements féminins. Donc si vous n'avez pas encore lu, je vous conseille de le lire. Il est disponible en traduction française. Il est extrêmement célèbre en Chine, ce roman. Et il raconte l'histoire d'une riche famille, notamment d'un enfant prodige qui vit dans une ambiance luxueuse et féminine, qui est amoureux de ses cousines, etc. Vous avez, pour rester dans l'amour, une autre expression qui est l'expression pensée de poids d'amour, pensée au pluriel, hein, de poids d'amour, P-O-I-S. En chinois, littéralement, ce sont des graines rouges, hongdo. Hein, donc l'expression c'est hongdo, science. Ça désigne les pensées amoureuses partagées entre un homme et une femme, comme ici dans un célèbre poème que nous devons à Wang Wei, poète du 8e siècle de la dynastie des Tang. Je vous le traduis en français. Lorsque les pois d'amour apparaissent au printemps et fleurissent sur nos branches dans les principautés du Sud, je souhaite que vous en cueilliez quelques-uns comme symbole de notre amour. Et vous voyez cette très belle illustration juste en bas où les seules teintes rouges eh bien, sont celles de ces fameux pois d'amour. Hein. Donc, ce ne sont pas juste des pois qu'elle est en train de cueillir, c'est l'amour qu'elle accueille et qu'elle accepte de cette personne masculine. Donc les pensées amoureuses et les poids d'amour, c'est quelque chose qui s'éveille au printemps, hein, le printemps qui est en Chine une saison propice aux amours, mais dans d'autres civilisations aussi. Dans la poésie chinoise, le rouge va donc devenir très rapidement la couleur de la passion et de l'attirance sexuelle. Vous avez des belles séductrices qui portent de longues robes rouges, qui ont le visage poudré, qui ont les joues semblables à des fleurs de pêcher, qui ont des lèvres rouges comme des cerises bien mûres, qui sont comparées à des fleurs rouges et notamment aux pivoines, et qui vont jusqu'à porter des noms évocateurs, comme une certaine Jade rouge dans un conte de Poussonli sous la dynastie des Qing. Au niveau du mariage, vous avez une autre légende qui vous explique comment les unions se scellent hein, dans la Chine ancienne. Et ces unions seraient déterminées par un vieillard qu'on appelle le vieillard sous la lune, le Yue Xiao Laozhen, qui fabrique les effigies des époux et qui les relie ensuite avec un fil rouge. Donc là, on rejoint un petit peu la tradition des moires dans la mythologie grecque, hein, ou la tradition des parcs dans la mythologie romaine, avec ces sœurs qui contrôlent le destin d'un être humain sous forme d'un fil hein, qui se tisse, se déroule et se coupe. Sauf qu'ici, c'est vraiment un fil qui unit deux personnes et qui unit deux destins dans quelque chose de très positif, hein, c'est-à-dire dans l'amour et le mariage. C'est de là qu'est née la pratique hein, de tenir une corde rouge entre époux lors de la cérémonie de mariage. Hein, c'est tout à fait symbolique,
une corde qui a ensuite été remplacée par un grand mouchoir rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'amour, c'est aussi eh bien, toujours cette couleur démonifuge, hein, et cette couleur porte-bonheur. Donc là, on a vraiment les trois qu'on va utiliser dans ces cérémonies de mariage, hein. Au niveau de la langue chinoise, on a plusieurs expressions. On a l'expression contrat rouge, qui désigne les cadeaux d'un homme à une femme pour sceller leurs fiançailles. Et vous avez aussi l'expression affaires rouges et blanches, hein, qui va désigner les noces qui se font vêtues de rouge et les funérailles qui se célèbrent vêtues de blanc, hein. Donc les affaires rouges et blanches, c'est pour désigner les grandes étapes de la vie. Avant, à l'occasion d'un mariage, hein, on offrait aussi aux convives des œufs rouges. Et aujourd'hui, ces œufs rouges ont été remplacés par des bonbons qu'on appelle les bonbons du bonheur, hein, le citron, qui se doivent d'être présentés dans un emballage rouge, bien évidemment, hein, et accompagnés aussi pour les cadeaux, hein, d'enveloppes rouges, avec, vous voyez cette fois-ci, des représentations des nouveaux mariés dessus, ou bien des caractères du double bonheur que vous remarquez sur plusieurs enveloppes sur cette photographie. Le caractère du double bonheur, un Chuang-Zi n'est pas réellement un caractère, en fait, c'est un symbole. Vous reconnaissez le caractère Si que vous trouvez dans Si Huan, qui signifie bien aimer quelque chose, et qui, sur ce symbole, eh bien, va être représenté en double, avec une union par des traits horizontaux, hein. Donc ça représente symboliquement l'union de deux personnes, l'union de deux bonheurs. C'est pour ça qu'on l'appelle le caractère du double bonheur. Il est associé également au vœu de fertilité, hein, ce rouge, avec un symbole qu'on trouve autour des enfants. Donc ici, le symbole des Siwa, hein, les quatre poupons du bonheur. Là, faites bien attention à la façon dont vous visualisez cette image, hein. Vous pouvez considérer que les enfants sont représentés allongés sur le ventre, notamment l'enfant qui se trouve en haut, il peut être considéré comme allongé sur le ventre. On peut aussi se dire, pour cet enfant qui est en haut, qu'il est assis. À ce moment-là, il est assis, hein, sur toute la partie gauche de l'image. Si bien qu'on peut visualiser 4 enfants selon la façon dont on le regarde. C'est un motif, hein, qui date de la dynastie des Ming, nous sommes au XVe siècle. Il était jadis gravé dans le bronze et dans le cuivre, jaune ou rouge. Il est là pour favoriser une union heureuse et bien entendu pour symboliser une longue descendance. Donc on peut l'offrir en cadeau de mariage, on peut l'offrir à l'occasion d'une naissance, pour souhaiter aux jeunes mariés d'avoir une vie heureuse et bien remplie. On en arrive au 4e volet, hein, de ma présentation, hein, le rouge en tant que couleur du communisme. Il faut savoir qu'il y a quand même, au-delà du XXe siècle et du communisme chinois, il y a quand même d'autres événements de l'histoire de Chine autour de révolutions dans lesquelles le rouge a tenu une part symbolique importante, hein. Donc je vous parlerai notamment d'un groupe d'insurgés au 1er siècle de notre ère qu'on appelait les sourcils rouges. Alors, c'était des paysans, hein, des paysans épuisés par les excès de la cour, par les inondations multiples, etc., qui avaient faim, qui se sont révoltés. Et pour montrer son appartenance au groupe des insurgés, eh bien, en tant que partisans, vous deviez de vous teindre les sourcils en rouge, attention, avec une encre indélébile, hein. Donc c'est vraiment un investissement total, hein. Et ces sourcils rouges vont précipiter la chute de la dynastie des Han occidentaux au profit de la dynastie des Han orientaux.
Mais au-delà de ces sourcils rouges, le rouge en Chine, hein, c'est la couleur, révolutionnaire, qui entretient un lien, très fort avec le communisme chinois et plus particulièrement le communisme chinois à l'époque, de Mao, hein. Donc ça va être le nom de son armée, l'armée rouge, puis, le nom des gardes rouges, et du petit livre rouge, sous la révolution culturelle, hein. Donc là, tout le monde connaît ce petit livre rouge, les gardes rouges et cetera. Pour ces illustrations, nous sommes, à l'époque de la révolution culturelle, entre 1966 et 1976. On retrouve aussi ce rouge, hein, sur des petits foulards, qui sont portés par les jeunes communistes en Chine, qu'on appelle, Honglingjian, qui vont symboliser ce cœur rouge, hein, c'est-à-dire ce cœur révolutionnaire. C'est-à-dire que le rouge n'est pas seulement, la couleur du communisme, c'est aussi par, extension, la couleur du patriotisme en Chine. Tout ça va même jusqu'au titre, d'un chant révolutionnaire à la gloire de Mao, qui va devenir, l'hymne national sous la révolution culturelle et qui s'appelle «L'Orient est rouge». Mmh. Donc vous voyez les 2 premiers vers, hein: «L'Orient est rouge, le soleil se lève, la Chine a vu naître Mao Zedong». Donc on a ce rouge, on a cet astre aussi solaire, cette, chaleur et cetera. Il sera ensuite question de bonheur, d'étoiles. Le parti communiste est comme le soleil, de nouveau. Son éclat apporte partout la lumière, donc cette chaleur, cette lumière. Là où il y a le parti communiste, le peuple obtient la libération. Donc ici, au-delà de la couleur rouge, communiste, on a toutes ces références, hein, au soleil, à la chaleur, à la lumière, et à la bonne chance, hein, tout ce qui est de bon augure. Alors le rouge, hein, se retrouve partout dans les cérémonies, c'est une couleur faste, auspicieuse, révolutionnaire, chaude, pleine de lumière, et on retrouve toujours cette expression, hein, «L'Orient est rouge» aujourd'hui, dans un autre domaine, hein, puisque c'est le nom qui a été donné à une série de satellites chinois qui ont été, lancés dans l'espace. Le drapeau rouge, hein, bien évidemment, que tout le monde connaît, qui devient le drapeau, de la République populaire de Chine et qui s'appelle drapeau rouge aux 5 étoiles. La plus grande étoile représente, le parti communiste. Les 4 petites, représentent, respectivement la classe ouvrière, les paysans, la petite bourgeoisie et les capitalistes patriotes. Et selon une autre version, on dit que la grande étoile représente l'ethnie Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine, tandis que les 4 plus petites représentent les 4 principales minorités, de l'époque, à savoir les Mandchous, les Tibétains, les Mongols et les Hui. Par extension, de grands bâtiments vont être construits à la gloire du Parti communiste et ces grands bâtiments, bien, seront appelés monuments d'architecture rouge, avec ici, hein, une photographie du théâtre de Wuhan. Vous avez aussi, peut-être que certains, l'ont vu à la télé ou l'ont visité, pour de vrai, hein, le pavillon chinois qui est construit, à l'occasion de l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Également, le quartier résidentiel des dirigeants du parti, communiste chinois, hein, s'appelle, le quartier rouge, hein, et le pouvoir légitime, le pouvoir rouge. Le rouge se trouve aussi de façon très symbolique, dans les cérémonies, et dans la communication autour des Jeux olympiques de Pékin de 2008. Il est choisi comme couleur officielle, bien évidemment. On le retrouve, sur le logo officiel que vous voyez ici. Alors c'est intéressant ce logo, hein, il y a un travail extraordinaire qui a été fait, tout autour de ça, vraiment des idées incroyables.
Vous visualisez tous sur la partie supérieure, hein, donc sur fond rouge, un athlète qui est représenté en train de courir et potentiellement de franchir une ligne d'arrivée. Il est représenté sur un fond rouge. Et si on creuse un petit peu plus au niveau symbolique et culturel, ce fond rouge représente en réalité un sceau chinois, hein, donc ces fameux sceaux qu'on gravait pour ensuite estampiller les documents officiels, avec une encre justement qui était rouge. Donc ça fait une référence à cette pratique des sceaux en Chine et à la calligraphie sigillaire, donc la calligraphie relative au sceau. Également, cet athlète que vous voyez, en réalité, est également le caractère Ting de capitale qu'on trouve dans Beijing. Donc là, c'est vraiment extraordinaire puisqu'on a transformé le caractère Ting de capitale en athlète olympique. On retrouve le rouge aussi à travers les 5 mascottes des Jeux olympiques. Donc, ces mascottes portent chacune un nom. Elles sont là pour manifester l'affection qu'on porte aux enfants en Chine. Vous avez en premier Bei Bei, qui représente un poisson. Puis vous avez Ting Ting, le panda, donc l'animal national chinois. Huan Huan, tout en haut à droite, qui est notre flamme olympique. Ying Ying, l'antilope tibétaine. Et enfin, en vert, Nini, qui est l'hirondelle. Si on s'attarde un petit peu plus sur ces mascottes, c'est extrêmement intéressant. Donc déjà, les 5 mascottes vont représenter les différents éléments naturels, ces 5 éléments. Donc l'eau, puisque avec le poisson qui vit dans l'eau, la forêt, et donc le bois, avec le panda, le feu, bien évidemment, avec cette flamme olympique, la terre avec l'antilope et le ciel, donc l'air avec l'hirondelle. On a également plusieurs couleurs qui se retrouvent ici. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la flamme olympique. Alors là, c'est parfait. Le rouge, c'est la couleur du bonheur, la couleur des monifuges, la couleur du feu et en plus la couleur de la flamme olympique. Et enfin, le nom de cette mascotte de la flamme, qui est Juan, qui veut dire aimé, bien aimé, et qui veut également dire souhaiter la bienvenue. Et si vous mettez bout à bout les premières syllabes du nom de chacune de ces mascottes, ça nous donnera Bei Tian Huan Ying Ni, qui signifie Pékin vous souhaite la bienvenue. Donc là, il y a vraiment un tas de petites choses. On pourrait passer des heures sur l'étude de cette communication autour des Jeux olympiques de 2008 en Chine. Le rouge, c'est aussi la couleur qui a été mise à l'honneur lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques, des cérémonies magistralement mises en scène par le réalisateur chinois Zhang Yimou. Et là, on a vraiment cette explosion de rouge à tous les niveaux, avec tout ce que ça connote, tout ce que ça symbolise au niveau culturel derrière. Bien, alors mon intervention touche à sa fin. Je vous remercie tous pour votre écoute. J'espère que maintenant vous ne verrez plus le rouge de la même façon. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez du coup activer vos micros. Voilà. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat si vous préférez. Alors, oui, donc j'ai une question. Pouvez-vous remontrer le symbole du double bonheur? Alors, est-ce que ça va marcher si je reviens? Ah, il va être un petit peu loin. Tant qu'il charge. Alors, le symbole du double bonheur, c'est vraiment ces 2 caractères ci de bien-aimé.
qui sont reliés par des traits horizontaux dans le centre. Et sur l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez aussi la représentation de 2 canards qu'on appelle les canards mandarins. Les canards mandarins, donc on leur attribue une fidélité contre toute épreuve, de sorte qu'ils se sont devenus les symboles de l'amour conjugal en Chine, hein. Et donc, on les retrouve souvent aux côtés du caractère du double bonheur. Donc, vous avez un caractère du double bonheur qui s'affiche ici, hein, au-dessus des mariés, avec la clé, hein, de la bouche qui se retrouve ici représentée sous forme de cœur, hein. C'est très, très joli. Et donc ces fameux canards mandarins ici représentés sur du papier découpé. Voilà. Alors j'ai une autre question dans le chat privé. Pouvez-vous redonner le nom du réalisateur chinois qui a participé aux cérémonies des JO? Oui, bien sûr, c'est Zhang Yimou. Voilà, donc je l'ai ici. Je l'avais noté ici. Hop. Zhang Yimou, je vais vous l'écrire dans le chat aussi. Hein. C'est notamment le réalisateur du film Épouse et concubine, dont vous voyez ici une photographie. Il faut savoir que Épouse et concubine, c'est l'adaptation d'un roman de Su Tong. Et dans le livre, il n'y a pas de lanterne rouge, hein. Ça, c'est un ajout du réalisateur, un ajout de Zhang Yimou. Et vous voyez, le rouge est la seule touche de couleur qui va venir rompre cette monotonie, cette tristesse du gris. Et tour à tour, le rouge va symboliser l'amour, la passion, l'érotisme, et puis le sang, hein, la couleur du sang et de la mort. Donc c'est très vraiment, le Zhang Yimou met du rouge dans tous ses films, hein, si vous prêtez attention à ça. Donc là, par exemple, des affiches de films qu'il a réalisés. Et notamment le film Héros, hein, où vous avez plusieurs scènes où les personnages sont vêtus de vêtements de la même couleur, hein, mais d'une seule couleur à la fois. Donc il y a le rouge, il y a le blanc, il y a le bleu, et ces couleurs ont un véritable rôle à part entière, hein. Elles sont vraiment connotées, elles ont une importance dans le récit. Donc j'en profite pour vous signaler quelques ouvrages, hein, que vous pouvez vous procurer, notamment l'excellent ouvrage de Wolfram Eberhardt, hein, qui est donc un livre assez ancien, hein, le dictionnaire des symboles chinois. Là, c'est vraiment bien parce que vous avez plusieurs entrées donc sur des animaux, des notions, des objets, plein de choses. Et on vous explique toutes les légendes et toute la symbolique qu'il y a derrière, hein. Également, le petit livre de Vivienne Sung qui s'appelle Bonheur, Bonheur, qui est très agréable à lire parce qu'il est richement illustré, et elle vous parlera beaucoup du rouge dedans. Elle s'intéresse surtout aux coutumes, hein, cette fois les coutumes chinoises. Et enfin, pour rester autour de Zhang Yimou, un petit article de Xiaomin Jaferi, hein, sur le langage des couleurs dans les films de Zhang Yimou. Voilà. Très bien. Bon, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais laisser la parole à l'intervenante suivante, hein, à Madame Sisi Zhou, qui va vous faire une présentation sur l'art du Guzheng. Et je vous remercie encore une fois de votre attention et de votre présence aujourd'hui pour cette conférence. Merci à tous.